Salut à tous, c'est Romain, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans la Cinéma Room, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau top. Aujourd'hui on continue la série des tops des meilleurs plans avec un autre réalisateur au style lui très particulier et Ah bah t'es là toi! Véritable conteur, celui qui compte les histoires, pas l'autre. Timothy Walter Burton en est à 19 réalisations aujourd'hui, hors court-métrage, clips et autres. C'est un véritable adepte du fantastique mêlé au style gothique, donc ses histoires vont très souvent tourner autour du surnaturel, et particulièrement des monstres. Il faut savoir que Burton à la base c'est un dessinateur, donc pour lui les films ça a été un peu l'occasion de mettre en vie certains de ses croquis. De mon point de vue, je dirais que Burton c'est pas forcément un réalisateur très technique avec sa caméra, il va plutôt se distinguer par la mise en scène, ses décors ou bien ses costumes. Tout son travail en fait va porter sur la volonté de créer un univers de toutes pièces et d'y transporter son spectateur. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, il ne s'agit que de mon propre top, ce n'est que mon avis, et je vous invite à bombarder l'espace commentaire là, juste en dessous, là, pour me donner vos plans favoris de Burton. Je vous lis avec la plus grande attention. On en a fini avec les présentations, on commence désormais le top 5 des meilleurs plans de Burton. C'est parti, on y va, let's go. It's showtime. Il était impossible pour moi que Big Fish ne soit pas dans ce top. Sorti en 2003, le film met en scène un homme âgé, Edward Bloom, ayant la faculté de savoir raconter des histoires sur sa vie, ce qui agace un peu son fils Will. Mais lorsque son père est mourant, Will doit se rendre à son chevet et il va lui demander la vérité sur sa vie et son passé, ce que Edward va faire à sa façon. En termes de conte, on est servi avec ce film qui vise à nous faire voyager. On suit également la relation entre un père et son fils qui est quelque peu fragilisée de par l'extravagance du père. Edward aime mystifier ses histoires et se sentir un peu comme un gros poisson dans une petite mare. Tiens, c'est marrant, c'est un peu le titre du film. En d'autres termes, Edward veut rendre son vécu moins banal et fabrique des histoires que son fils racontera à ses enfants, qui eux-mêmes raconteront à leurs enfants, et qui eux aussi raconteront à leurs enfants. One eternity later. On note également que Big Fish est un film lumineux par rapport à ce que Burton a l'habitude de faire, on sort du côté gothique et sombre pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, ce qui à mon sens est une petite prise de risque de la part du réalisateur, même si parfois on décèle sa patte dans certains passages du film. Et du coup, pour le plan de Big Fish, je vous ai choisi celui-ci. On est au tout début du film aux abords d'une rivière au petit matin. On y voit un homme pêcher en plein milieu de celle-ci et ayant pied. On relève une certaine ambiance qui se dégage sur ce plan avec la rosée du matin, ce voile de brouillard qui est en surface de la rivière. Et quand on continue de visionner le plan, on se rend compte qu'il s'agit du début de l'écran titre, avec le nom du réalisateur qui se met à apparaître. Ce plan est magnifique pour deux raisons. Tout d'abord pour l'esthétique, comme je l'ai dit avec cette rosée matinale, on a un lever du jour avec une silhouette centrée dans un léger rayon de soleil qui vient se refléter dans la rivière. Ajoutez à ça le jeu de couleurs et on a une magnifique peinture. Ensuite, il y a une symbolique énorme qui fait écho au titre du film. Et oui, par rapport au plan précédent, on devine que c'est la silhouette d'Edward Bloom qui s'apprête à nous raconter son histoire, celle d'un gros poisson dans une petite mare. Bon, là c'est une rivière, mais t'as capté, c'est à peu près la même. D'autant plus que nous voyons dans un premier temps la silhouette du Edward âgé avant d'avoir une transition vers le Edward jeune. Tout d'abord pour faire une transition vers son histoire bien évidemment, mais aussi comme pour dire que toute sa vie entière tient sur cette expression. Voilà pour la 5e position, on passe sans plus tarder à la 4e position. Shake, 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 Sinora, shake your body line.
Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line. Sorti en 1988, Beetlejuice est le premier film où Tim Burton va vraiment mettre ses idées en images. Le film raconte l'histoire de deux jeunes mariés, Adam et Barbara Maitland, qui décèdent brutalement au début du film. Ils vont se retrouver coincés dans leur maison en tant que fantômes et ne peuvent sortir à l'extérieur sous peine de se faire dévorer par des énormes vers de terre. Ils vont devoir ensuite chasser la famille qui vont s'installer dans leur maison pour pouvoir rejoindre l'au-delà. Mais face à la difficulté de cette tâche, ils n'ont d'autre choix que de faire appel à Beetlejuice, un bioexorciste immonde et grossier. Film étrange mêlant horreur et comique, Beetlejuice est original et drôle, rempli d'humour noir. Le casting est attachant avec le jeune couple Maitland incarné par Alec Baldwin et Gina Davis, accompagné par la jeune Winona Ryder qui interprète Lydia, la fille du couple qui s'installe dans la maison, tiraillée entre la vie et la mort. Ajoutez à ce trio l'excellent Michael Keaton qui joue le rôle de Beetlejuice et qui joue à merveille cet être détestable mais pourtant drôle avec un certain sens du spectacle. Tim Burton s'amuse à rendre l'horreur moins horrifique dans ce film à coups d'effets spéciaux kitsch mais pourtant efficaces. Tous les effets sont pensés de manière simple avec pour la plupart l'utilisation de maquettes animées en stop motion, c'est-à-dire qu'on va prendre en photo tous les micro-mouvements et ensuite assembler toutes les photos pour avoir une séquence animée. Autant vous dire que c'est un travail colossal. Du coup pour Beetlejuice, on va s'attarder sur ce plan. Les jeunes mariés se retrouvent dans un endroit administratif de l'au-delà où les morts peuvent consulter des conseillers concernant leur situation. Après avoir patienté dans une salle d'attente digne de celle qui existe dans la vraie vie, Adam et Barbara se rendent au bureau de leur conseillère, Juno, en traversant les différents couloirs. Sur ce plan, le couloir est très bleu avec une architecture qu'on retrouve assez souvent dans les films de Burton. Tout est asymétrique, linéaire avec un sol carré qui est lui-même pas droit. Ce type de décor est tout droit inspiré de l'expressionnisme allemand que le réalisateur affectionne particulièrement. C'est un style qui déforme la réalité pour exprimer une certaine idée, en l'occurrence une idée assez sombre du monde. Un style donc très en adéquation avec celui de Burton. En d'autres termes, c'est assez drôle que l'administration des morts possède un couloir avec cette architecture. Est-ce que c'est une petite pique de la part du réalisateur envers l'administration? C'est difficile à dire, en tout cas c'est très esthétique, très linéaire avec un point de fuite vers le fond du couloir, mais très déstructuré. Voilà pour la 4e position, on passe désormais à la 3e position. Edward en main d'argent est un film sorti en 1990 et raconte l'histoire d'un jeune homme, Edward, créé par un inventeur qui va mourir avant de pouvoir achever pleinement sa création. Il laisse alors Edward avec des ciseaux en guise de main et il va être ensuite accueilli par Peg Boggs et sa famille au sein d'une banlieue. Considéré comme son œuvre la plus personnelle, ce film témoigne de la créativité incroyable de Tim Burton, de par ses décors mais aussi pour sa faculté à donner vie à des personnages touchants, en particulier le personnage d'Edward interprété par Johnny Depp, dont c'est la toute première collaboration avec Tim Burton. C'est aussi une volonté de Burton de rendre les créatures moins monstrueuses en racontant l'histoire d'un jeune homme pur et innocent, renfermé sur lui-même, qui doit découvrir le monde avec ses points positifs mais aussi négatifs. Edward doit faire face à la vie de banlieue et du voisinage, mais aussi faire la différence entre le bien et le mal. Ajoutez à cela une des meilleures bandes originales du cinéma avec Danny Elfman à la composition, vous avez tout simplement un véritable chef-d'œuvre. Alors pour la 3e position, j'ai un peu hésité avec un autre plan, mais j'ai décidé de vous parler de celui-ci. On est au début du film, Peg fait du porte-à-porte dans la banlieue pour vendre ses produits de cosmétiques. En vain. Et après avoir jeté un coup d'œil dans son rétroviseur, elle remarque ce château lugubre qui surplombe la banlieue et décide de s'y rendre. Et en réalité, elle va faire la connaissance d'Edward. Ce qui est amusant avec ce plan, c'est la technique qui est utilisée qui s'appelle le matte painting. Alors le matte painting, c'est quoi? C'est tout simplement un cache qui a été posé au moment de tourner le plan pour pouvoir ensuite incruster une peinture. En l'occurrence, ici, la colline et le château ne sont pas réels.
Ensuite, si on analyse, on relève un fort contraste. On a d'un côté la banlieue très colorée, très représentative de la société idéale de l'époque, une société de consommation, adepte des ragots. Et d'un côté, on a ce mystérieux château dont personne n'ose s'aventurer, puisque oui, il est certes effrayant, mais il ne colle pas avec l'ambiance de la banlieue. Et ça va être tout l'idée du film, on est craintif face à quelque chose qui est différent de nous. Edward est représenté comme un personnage effrayant, avec ses vêtements noirs et ses ciseaux en guise de main. Pourtant, c'est un être craintif qui va suivre la vie de la banlieue dans un premier temps, avant de manifester son libre arbitre et de cesser de se laisser faire par le voisinage. En gros, il refuse les codes de la normalité. Avant de passer à la deuxième position, je sais que toi, derrière ton écran, tu n'es pas abonné à la chaîne. Alors si le contenu te plaît, n'hésite pas à appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça donne du soutien à la chaîne, ça donne de la force, ça fait plaisir, c'est cool. Voilà pour le petit instant promo, on passe tout de suite à la deuxième position. Sorti en 1989, Batman est la deuxième adaptation sur écran des aventures du Chevalier Noir, interprété cette fois-ci par Michael Keaton. Le film suit la naissance du Joker, interprété par l'excellent Jack Nicholson. Le clown prince du crime, qui est un ancien super bras droit d'un gangster, va retourner Gotham avec ses tours et ses machinations. Le film nous plonge dans une ambiance burtonienne avec un Gotham dans le style gothique, où la nuit est souveraine, normal, hein, Batman n'agit que la nuit. Alors oui, je vous l'accorde, ce Batman est très kitsch avec son costume et ses gadgets, mais le film doit surtout sa reconnaissance grâce à la prestation de Jack Nicholson qui est tout simplement spectaculaire en tant que Joker gangster. On peut d'ailleurs lui reprocher de faire un peu trop d'ombre au justicier. Car oui, c'est en tout cas le constat que je fais du film, le Batman de Michael Keaton, bien qu'il soit un très bon acteur, se fait pulvériser par Nicholson qui monopolise le film, et en même temps, c'est peut-être un petit peu ce qu'on attend de lui à l'époque où c'est une figure d'Hollywood. Quoi qu'il en soit, le film est rempli de décors somptueux, sombres, et on reconnaît dès le début du film que c'est l'ami Burton derrière la caméra. Fini la présentation du film, on passe désormais au plan. Et désolé Batman, mais cette fois, le clown te vole encore la vedette. On est au milieu du film où on suit le Joker et ses sbires préparant quelques machinations. Le plan étant plongé, on y voit le clown présent autour d'une table remplie de photos découpées et éparpillées un peu partout, même au sol. Le tout éclairé par une seule lumière au-dessus de la table. On voit 3 teintes de couleurs qui se dégagent avec le violet du costume du Joker ainsi que ses cheveux vert pétants. On retrouve aussi ces couleurs sur certaines photos découpées, et enfin, on note ce rideau rouge dans le coin du plan. J'aime beaucoup ce plan parce qu'il dégage quelque chose de très théâtral à l'image du personnage du Joker qui aime la mise en scène et le spectacle, ce qui est accentué avec la présence du rideau dans le coin. On relève aussi son côté tordu avec toutes ces images dispersées partout dans la pièce. On a l'impression d'être entré tout droit dans son cerveau, un cerveau complètement dévoré par la folie, complètement cassé en morceaux, à l'image des découpages qu'il effectue. On peut aussi s'amuser des propos du Joker qui répète 2 fois « si peu de temps et tellement à faire », il est complètement envahi par ses idées morbides, le tout en tapant sa meilleure danse à la fin du plan. Et voilà pour la deuxième position, on passe sans plus tarder à la première position. Sorti en 2005, Charlie et la chocolaterie, c'est le film référence de Burton, du moins pour les gens de ma génération. Adapté du roman de Roald Dahl, on suit l'histoire de Charlie Bucket, un jeune garçon issu d'une famille pauvre, vivant juste à côté de la plus grande chocolaterie au monde. Charlie est fasciné par cette chocolaterie et par l'homme qui la dirige, Willy Wonka, qui vit reclus à l'intérieur avec ses mystérieux ouvriers. Mais un jour, Wonka donne la chance à 5 enfants de pouvoir visiter la chocolaterie et d'y gagner un prix spécial. Pour cela, ils doivent trouver un ticket d'or tous éparpillés dans les tablettes de chocolat qu'ils vendent dans le monde entier, une occasion que Charlie compte bien saisir. Ce film est une véritable fresque colorée qui nous fait voyager à travers l'univers fantastique du génie chocolatier. Johnny Depp est tout bonnement excellent comme à son habitude et nous livre une interprétation d'un Willy Wonka excentrique et quelque peu dévoré par ses secrets de famille,
un point qui n'est pas présent dans le livre et qui a été rajouté au film. On ajoute à ça le casting des enfants qui est très convaincant et pour chacun différent, très négatif. L'un est gourmand, l'autre est arrogante, l'autre est pourri gâté et le petit dernier est un je sais tout mieux que tout le monde. Le groupe est porté par Freddie Highmore qui est une révélation à l'époque, qui campe Charlie et qui incarne la bonté. Et sans plus tarder, voici le plan qui arrive en première position. On est bien après le début du film, les enfants viennent de franchir la porte principale de la chocolaterie et Willy Wonka s'apprête à leur montrer la salle principale. Cette salle est ouvrable par une petite serrure sur une petite porte, toujours marrant comme Burton aime bien jouer avec les perspectives. Le chocolatier ouvre la porte et on découvre un endroit sublime et féerique. Le décor est semblable à un champ tout droit sorti d'un conte pour enfants, tout est comestible selon Wonka, à base de bonbons, de chocolat et plein d'autres sucreries. D'ailleurs, petit fait, c'est Nestlé qui a fourni une énorme quantité de chocolat pour le film afin de garder la magie. En ce qui concerne ce décor, la cascade est en partie réelle avec une quantité de 120 000 litres de chocolat. 120 000 litres de chocolat. C'est énorme. Outre ces petites anecdotes, si on parle du plan en lui-même, ça prouve encore la faculté de Burton à créer son univers. On relève même son influence gothique à travers la forme des bonbons, mais on constate également un énorme contraste entre l'extérieur de la chocolaterie, où le monde est froid, enneigé et gris, et l'intérieur de la chocolaterie qui est coloré et vivant. Comme un jugement porté sur le monde extérieur, encore une fois, surtout quand on prend en compte le fait que Willy Wonka a fermé sa chocolaterie au public et renvoyé tous ses employés suite à des fuites de ses recettes à la concurrence. En définitive, le chocolatier rejette la froideur de l'homme et ses mauvaises intentions pour créer son propre monde. Voilà, ce top est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, pour ma part, ça a été un plaisir de le faire, ça a été un plaisir de retomber dans l'univers de Burton. Et on constate à la fin de ce top finalement qu'il s'est essayé à beaucoup de techniques d'effets spéciaux. Et je pense qu'au final, dans le milieu, c'est un de ceux qui a pris le plus de risques dans cette partie-là du cinéma. Mention spéciale à ceux qui ne font pas partie de ce top également, je pense notamment à Sleepy Hollow ou encore à Mars Attack, mais aussi à Ed Wood. Bon, je vais pas tous les citer, vous avez compris. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un petit commentaire juste en bas si l'envie vous en prend. Et aussi, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner aussi et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. C'est super important, ça me donne du soutien et ça me donne de la force. En tout cas, prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la Cinéma Room.